Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Je vous souhaite la bienvenue dans cet 11e épisode de la chaîne ETM Podcast. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons ouvrir un nouveau chapitre quelque peu particulier car il concerne beaucoup plus l'aspect législatif de la conduite et du permis moto que la conduite d'une moto en elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que nous allons discuter principalement administratif. Mais attention, il faudra tout de même rester attentif car ce volet administratif est tout aussi important que les autres. Il est fort probable que vous ayez des questions relatives au sujet durant votre passage du code moto. Alors, ce chapitre fourre-tout, entre guillemets, sera condensé en un seul épisode mais divisé en 4 parties. Nous allons lister bon nombre d'informations liées au permis, et d'ailleurs pour les différentes catégories de permis, A, A2, A1 et j'en passe, je vous invite à réécouter le premier épisode de la chaîne. Ensuite, nous allons également discuter assurance, amende, mise en fourrière, etc. Et avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous rappeler que vous devez toujours avoir votre permis et votre carte grise lorsque vous circulez, sous peine d'avoir une amende de 11 € pour chaque document manquant. Suite à ça, vous avez 5 jours pour présenter le ou les documents au commissariat, sous peine d'avoir une nouvelle amende, mais cette fois-ci de 135 €. Puis sachez qu'il est également obligatoire d'avoir la carte verte et d'apposer votre certificat d'assurance sur une partie visible de votre moto, type bulle, garde-boue avant, fourche avant, etc. Son absence pouvant tout de même vous offrir une amende de 35 €, évidemment progressive si vous ne présentez pas votre certificat d'assurance dans les jours qui suivent. Voilà pour les premières infos à la volée. Sur ce, jingle, bonne route et bonne écoute. Comme la célébrissime Goosey V7, cet épisode sera en 4 temps. Pour les 2 premières parties, nous nous focaliserons sur le permis en lui-même et les infractions, pour ensuite enchaîner avec les assurances et finir en beauté avec les notions bonus que l'on aurait oubliées. C'est parti, on attaque tout de suite. Avant de commencer, je me permets de vous le resignaler, lorsqu'un permis, ou plutôt devrais-je dire lorsqu'une catégorie de permis est suspendue, les autres le sont aussi. Car oui, en réalité, nous n'avons qu'un permis, mais plusieurs catégories. Alors par exemple, vous venez de commettre une grave infraction en voiture, la catégorie B est suspendue, et bien la catégorie A le sera également. Vous ne serez pas autorisé à prendre votre moto, et donc il faut faire extrêmement attention, d'autant plus si votre véhicule est votre outil de travail ou votre moyen de locomotion premier. Mais revenons à nos pistons et à tous les conducteurs qui respectent le code de la route. Une fois le permis A2 en poche, beaucoup se posent la question, dois-je mettre le A derrière ma moto ou non? En fait, tout dépend du jour de votre obtention de permis. Si par exemple vous avez le permis catégorie B depuis plus de 2 ans en conduite accompagnée ou 3 ans en formation classique, eh bien ce sera inutile de poser le A derrière votre moto car votre période probatoire de permis est terminée. Et donc vous pourrez aussi rouler directement à 90, 110, 130. Par contre, si la première obtention du permis est en catégorie A2, sans catégorie A1 en préalable, vos 3 premières années de permis probatoire seront donc en catégorie A2 et le A sera obligatoire. Sous peine d'une amende de 35 €, même si oui, effectivement, le A est très difficile à placer sur la plupart des deux roues motorisées. Et donc même chose si vous avez passé les deux catégories A2 et B en même temps. Il faudra mettre un A derrière la voiture et derrière la moto. Mais alors comment fonctionne ce permis à points? Bon, j'espère que je ne vous apprends rien, mais le permis n'est pas un document acquis pour le reste de sa vie. Dès que vous circulez, vous le remettez sans cesse en jeu, selon votre conduite évidemment. Ce qui oblige tous les conducteurs à respecter le code de la route, et ce, jusqu'à la fermeture du rideau. De plus, durant votre période de permis probatoire, vous n'aurez que 6 points, et si vous êtes un énervé du bitume, perdre ces 6 points, ça peut aller très vite. D'ailleurs, je vous invite à réécouter les épisodes précédents, notamment le troisième et ses parties concernant les distractions et les consommations interdites. Et sachez qu'en période probatoire, quand il n'y a plus de points, le permis est invalidé. Et un permis invalidé signifie l'interdiction de conduire. Pour en retrouver l'autorisation, il faudra tout recommencer après un délai de 6 mois, c'est-à-dire retour aux sessions de code, aux heures de conduite, etc. et surtout retour au chéquier. Par contre, chers auditeurs, il ne faut pas confondre permis invalidé et retrait immédiat, qui lui intervient lorsque vous avez beaucoup trop déconné, mais qu'il vous reste encore des points sur le permis. Par exemple, citons conduite dans un état alcoolique avancé, refus de dépistage, excès de vitesse de 40 km/h ou plus, usage de stupéfiants, alors stupéfiants quel qu'il soit, je précise, ou encore accident mortel avec soupçon de faute. En attendant que l'infraction soit réellement établie, votre permis est suspendu pour une durée maximale de 72 heures. Ensuite, soit on vous le rend, ou soit cette suspension peut se transformer en rétention de permis et durer au maximum de 6 mois à 1 an selon la gravité de l'infraction.
Maintenant, admettons que vous êtes un énervé modéré du bitume, hein, parfois une erreur ça arrive, mais vous avez quand même perdu des points, comment les récupérer? Eh bien, tout dépend de l'infraction et de votre permis, s'il est probatoire ou non. D'ailleurs, on va commencer par le permis probatoire car ça va aller très très vite. Quelle que soit l'infraction commise, pour récupérer son ou ses points, il faut attendre 3 ans. Et à chaque nouvelle infraction, ça se réinitialise à 3 ans. Hors période probatoire, il faut 6 mois pour récupérer un point, sans nouvelle infraction commise entre-temps évidemment. Ensuite, il faut 2 ans pour récupérer plusieurs points d'une même infraction. Et enfin, il faut 3 ans pour récupérer plusieurs points d'une même infraction, mais de quatrième ou cinquième classe, donc une infraction beaucoup plus grave. Et pour ces deux dernières récupérations de points, si vous refautez entre-temps, il faut réattendre 3 ans. Mais, petite précision, lorsque votre capital est passé à 6 points ou moins, vous pouvez faire un stage payant de sensibilisation pour aller plus vite, au lieu d'attendre les récupérations de points automatiques qui, elles, sont gratuites. Chaque stage permet de récupérer 4 points maximum et il est possible d'en faire un par an. Cependant, comme mentionné précédemment, ces stages sont évidemment payants, comptés en moyenne entre 250 et 300 euros. Puis sachez que le stage payant est obligatoire pour tout retrait égal ou supérieur à 3 points pendant la période probatoire. Et je tiens à le préciser pour les petits malins, rouler sans permis équivaut à 800 euros d'amende si c'est la première fois. Par contre, les sanctions peuvent être beaucoup plus violentes si vous reproduisez la conduite sans permis ou si vous roulez alors que votre permis a été suspendu ou invalidé. Voilà pour le permis, on continue avec le sourire et les infractions. Alors il y a deux types d'infractions, les contraventions qui correspondent à une perte de 1 à 6 points et les délits qui correspondent à une perte immédiate de 6 points et un petit rendez-vous au tribunal correctionnel. Pour les infractions, nous pouvons citer par exemple l'oubli de clignotant qui coûte 3 points et 35 euros d'amende, ou encore le franchissement d'une ligne continue qui coûte 4 points et 135 euros d'amende. Pour les délits, nous pouvons citer par exemple un refus d'obtempérer ou un délit de fuite qui coûte respectivement 7 500 et 75 000 euros, sans compter la prison, puis évidemment 6 points en moins dans les deux cas. Et sachez que commettre en même temps plusieurs infractions peut entraîner un retrait cumulé de 8 points maximum. Alors, suite à une infraction, en plus d'une perte de points, vous avez également une amende. Et sachez qu'il y a 5 classes d'amendes, dont toutes peuvent être minorées ou majorées, à l'exception des amendes de première classe qui ne peuvent pas être minorées, et les amendes de cinquième classe qui ne peuvent être ni minorées ni majorées. Et comptez 1500 euros pour une amende de cinquième classe. Mais alors, comment sont-elles minorées ou majorées? C'est simple, tout dépend de la rapidité de votre paiement, si vous payez directement ou si vous laissez traîner plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et petite parenthèse qu'il ne faut pas négliger, n'oubliez pas qu'il faut d'abord payer une amende avant de la contester. Car parfois les démarches sont longues et si vous ne la payez pas, elle va continuer d'être majorée. Et donc en cas de décision défavorable à votre égard, eh bien vous pourriez facilement vous retrouver avec une amende de 400-500 euros alors qu'elle n'était que d'une centaine d'euros à la base. Maintenant, en étant un peu plus précis dans les chiffres des amendes forfaitaires, c'est-à-dire des tarifs classiques ni minorés ni majorés, alors une amende de première classe équivaut à 11 euros, une de deuxième classe équivaut à 35 euros, une de troisième classe à 68 euros, une de quatrième classe à 135 euros, et enfin, comme mentionné à l'instant, une de cinquième classe équivaut à 1500 euros. Voilà pour les infractions et amendes, on enchaîne avec les assurances. Et on va d'emblée mettre les choses au clair, la conduite sans assurance est une pratique extrêmement dangereuse car potentiellement très coûteuse. Effectivement, en cas d'accident, le responsable devra rincer toutes les victimes et rembourser tous les dommages causés, même ceux au domaine public. Attention, les poteaux et les arbustes, ça coûte très très cher. De plus, conduire sans être assuré est un délit. Alors, le retrait de points n'est pas au menu pour ce délit, mais on risque quand même une amende de 3 750 euros, une peine de travail d'intérêt général, des jours amendes, une suspension de permis pour 3 ans, une interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans, un stage de sensibilisation et une confiscation du véhicule, c'est énorme. Alors il y a deux types d'assurance. Premièrement, l'assurance obligatoire, donc c'est l'assurance responsabilité civile, également surnommée assurance routière. Puis deuxièmement, vous avez les assurances facultatives et il y en a 6 différentes. Donc on a l'assurance dommage-collision qui couvre les dommages du véhicule en cas d'accident responsable avec un piéton ou un autre véhicule. L'assurance dommage par accident, également surnommée tout risque, qui couvre les dommages du véhicule même hors collision, qu'importe les circonstances. L'assurance vol-incendie qui rembourse le véhicule, franchise déduite évidemment en cas de vol ou d'incendie. Ensuite l'assurance bris de glace. Alors pour la voiture ça concerne principalement les pare-brises avant et arrière puis les vitres, et en moto les optiques, les clignotants, la bulle et les miroirs de rétroviseur. Puis l'assurance individuelle accident ou garantie conducteur qui couvre les dommages corporels subis.
Et enfin, l'assurance défense recours qui couvre les frais de défense en cas de poursuite judiciaire. Mais sachez que dans certains cas, l'assureur peut se retirer et décider de ne pas vous dédommager. Par exemple, lorsque la personne fautive ou le véhicule fautif reste non identifié, mais oui, malheureusement, même en étant victime d'un accident, si votre assureur ne peut pas se retourner contre un tiers, c'est à vous de passer à la caisse pour les dégâts matériels. Normalement, les dégâts corporels sont pris en charge par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Et ensuite, l'assureur pourrait refuser de vous payer si les dommages causés étaient soit volontaires, si vous étiez alcoolisé ou drogué, si votre permis était invalidé ou inexistant, si votre véhicule était transformé donc non homologué, ou encore si vous n'aviez pas l'âge requis. Donc voilà très rapidement pour les assurances, maintenant on passe aux petites notions bonus. Donc nous avons parlé permis, carte grise, carte verte, etc. Mais qu'en est-il du constat lorsqu'on circule? Alors évidemment, contrairement aux autres documents et aux gilets de haute visibilité, ce n'est pas obligatoire d'avoir un constat sur soi et son absence n'est pas sanctionnable. Toutefois, il est vivement recommandé d'avoir un constat amiable, généralement fourni par l'assureur, car il permet d'accélérer le processus. Il existe également l'e-constat, qui accélère davantage la réception, mais il n'est utilisable que pour les véhicules immatriculés et assurés en France. Et que faire en cas de litige? Alors si quelqu'un refuse de faire un constat, vous met la pression, tente de prendre la fuite, etc., le mieux est de relever un maximum d'informations, type immatriculation, modèle de voiture, description physique et j'en passe, puis d'appeler les forces de l'ordre. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est obligatoire d'appeler les forces de l'ordre lorsqu'il y a des dégâts corporels. On poursuit les notions bonus avec les caravanes et les remorques. Dans les deux cas, surtout pour la caravane, vous vous doutez bien qu'il faut une moto assez puissante et imposante pour tracter le bestiau, donc la Derby Supermoto ne sera pas suffisante pour le coup. Attention tout de même, le poids total en charge autorisée ne doit pas dépasser 50% du poids vide du véhicule qui tracte. Et si elle dépasse les 80 kg, il faut installer un système de freinage à commande indépendante. Et évidemment, remorques et caravanes doivent être en règle, donc déclarées, homologuées, immatriculées, éclairées, etc. Et on termine avec un petit point sur la mise en fourrière. Alors il faut savoir que si les deux roues de votre moto n'ont pas encore quitté le sol, vous pouvez réclamer la restitution de votre véhicule, mais seulement après avoir réglé les amendes d'infraction et de frais d'opération. De plus, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais s'opposer à une mise en fourrière car c'est un délit qui peut coûter 3 mois de prison, 3 750 € d'amende et un retrait de 6 points. Voilà pour le chapitre concernant les notions diverses. Pour les deux prochains chapitres, nous repartirons probablement sur la route ou nous irons faire un tour côté atelier pour le volet mécanique. Rien n'est encore décidé pour le moment, mais restez connectés. En attendant, merci pour votre écoute et à très bientôt.